Léon est sorti sur les écrans en 1994 et a coupé le public en deux. La critique l'a trouvé dérangeant. Le public y a vu un chef-d'œuvre. Derrière cette controverse se cachent 22 secrets. Un scénario écrit dans l'urgence, un mensonge lors du casting, un tueur à gages et sa plante, un méchant construit à partir de Shakespeare et de recherches sur les médicaments, une femme dissimulée dans une seule scène qui a inspiré tout le film et un réalisateur engagé dans une relation inappropriée. Et le fait numéro 22, celui qui prouve que rien de tout cela n'était vraiment de la fiction. Numéro 1, le film qui a failli ne jamais exister. Ce film n'est pas né d'un projet passionné, mais d'une décision de panique. Luc Besson travaillait déjà depuis des années sur le 5e élément lorsqu'un conflit d'agenda avec Bruce Willis a stoppé net la production. Plutôt que de renvoyer toute son équipe et de perdre de l'argent en attendant, Besson s'est assis et a écrit un tout nouveau scénario, de zéro, en 30 jours. Pas de plan, pas de notes de studio, pas de deuxième brouillon. Toute l'histoire est sortie d'un seul jet, en un mois d'écriture fiévreuse. Cette urgence se ressent à l'écran. Chaque scène est épurée, chaque échange a du poids, rien ne traîne. Léon explique lui-même sa philosophie dès les premières minutes. Le fusil est la première arme qu'on apprend à manier, car elle permet de garder ses distances avec la cible. Plus on devient professionnel, plus on peut s'approcher du client. Et le film suit exactement ce principe. Il commence à distance, puis se rapproche jusqu'à nous happer complètement. Ce scénario, écrit pour gagner du temps, à cause de l'emploi du temps chargé d'un acteur, nous a donné par accident l'un des meilleurs films d'action de la décennie. Numéro 2. 2000 jeunes filles, un seul mensonge. Les équipes de casting ont vu plus de 2000 jeunes actrices pour le rôle de Mathilda. Le rôle exigeait une fille de 13 ans. Quand Nathalie Portman s'est présentée, elle en avait 11. Elle a affirmé en avoir 13. C'était faux. Mais dès son audition, en larmes sur commande, passant du chagrin brut à une froideur silencieuse sans aucune indication, Besson est passé outre l'avis de sa directrice de casting, qui l'avait déjà écartée pour être trop jeune. Besson n'était pas d'accord. C'était le premier grand rôle de Portman, et le scénario exigeait qu'elle porte des émotions qui déstabilisent la plupart des acteurs adultes. Elle devait être drôle et terrifiante dans la même scène. Elle devait rendre crédible une phrase comme « J'ai décidé ce que je veux faire de ma vie. Je veux devenir nettoyeuse » venant d'une enfant de 12 ans en plein deuil. Et elle y est parvenue totalement. Si quelqu'un avait simplement vérifié son acte de naissance, toute la carrière de Nathalie Portman aurait pu prendre un tout autre chemin. Parfois, les plus grandes carrières commencent par un tout petit mensonge. Numéro 3, le contrat des parents. Quand les parents de Nathalie Portman ont lu le scénario en entier, ils n'ont pas paniqué en silence. Ils ont négocié. Ils ont rédigé avec Besson un accord juridiquement contraignant précisant exactement ce que Mathilda pouvait ou ne pouvait pas faire à l'écran. Les règles sur les cigarettes étaient précises. Pas plus de 5 cigarettes visibles sur tout le film, jamais de vraies cigarettes, et la caméra ne pouvait jamais la montrer en train d'inhaler. Revoyez ces scènes. Mathilda porte des cigarettes à ses lèvres, mais le plan coupe toujours avant. Puis Léon lui dit lui-même « Je veux que tu arrêtes de fumer avec moi, d'accord ?» Et à la fin du film, c'est ce qu'elle fait. Les véritables co-auteurs du parcours moral de Mathilda étaient un père et une mère, assis à une table face à un réalisateur français, veillant à ce que leur fille rentre entière. Ils n'ont jamais reçu le moindre crédit à l'écran. Numéro 4. Un enfant de 10 ans, Jean Reno, a pris une décision avant le début du tournage qui a discrètement tout changé. Il a décidé que Léon était un enfant sur le plan émotionnel. Pas simple d'esprit, pas abîmé, juste un homme adulte à qui on n'avait jamais permis de développer ses émotions. C'est pour cela qu'il boit du lait, qu'il s'occupe de sa plante comme on s'occuperait d'un animal de compagnie et qu'il ne comprend pas ce que Mathilda attend de lui. Quand elle le pousse dans ses retranchements, « Fini de grandir, Léon, moi je vieillis », sa réponse sonne comme un aveu. Pour moi, c'est le contraire. Je suis assez vieux, j'ai besoin de temps pour grandir. Cet échange résume tout le personnage en 2 répliques. Reno avait décidé que Léon avait 10 ans à l'intérieur, et il vivait ce rôle ainsi depuis le premier jour de tournage. Numéro 5, la plante. La plante de Léon n'est pas un accessoire pris au hasard dans une jardinerie. C'est un aglaonema, une plante verte d'intérieur, et Besson a choisi cette espèce délibérément. L'aglaonema est l'une des plantes d'intérieur les plus résistantes qui existent. Elle survit à la faible luminosité, à peu d'eau, aux espaces exigus. Elle endure, tout simplement. Besson en a fait un miroir de Léon lui-même, sans racines, confiné, obstinément vivant. Il le dit clairement. « Tu aimes bien ta plante, hein ? C'est mon meilleur ami. Elle n'a jamais eu de questions. » C'est la réplique la plus triste du film, déguisée en banalité. Un homme dont la seule relation affective est avec quelque chose qui ne lui demande rien. Quand Mathilda plante l'aglaonema dans la terre, à l'école,
Elle offre à Léon les racines qu'il n'a jamais eues de toute sa vie. Restez avec nous, le fait 11 est l'un des plus marquants, il arrive bientôt. Numéro 6, la vieille dame qui était prof de biologie, la vieille femme que Mathilda croise dans le couloir, créditée simplement comme « la vieille dame », était jouée par l'actrice Jessie Kyozian. Ce nom ne vous dira rien, mais Jessie a réellement été la professeure de biologie de Woody Allen au lycée Midwood à Brooklyn. Des décennies plus tard, elle croise dans un couloir une fillette de 12 ans qui vient de dire à un réceptionniste d'hôtel « Ce n'est pas vraiment mon père, c'est mon amant », sans presque ralentir le pas. Personne n'a jamais relevé ce lien avec Woody Allen. Il existe là, discrètement, comme une private joke que personne n'a écrite volontairement, l'une des anecdotes les plus étranges du cinéma, qui ne demande rien à personne. Numéro 7. Un acteur à qui on a donné la liberté de terrifier tout le monde. Luc Besson n'a donné qu'une seule consigne à Gary Oldman pour le rôle de Stansfield. Fais ce que tu veux. Il a laissé les caméras tourner et laissé Oldman improviser librement. Le monologue sur Beethoven n'était pas écrit dans sa forme finale. Oldman l'a construit en répétition. Et si vous avez déjà ressenti un malaise réel en regardant cette scène, c'est pour cette raison. Repensez à la première fois où vous avez vu Stansfield descendre lentement ce couloir. Ce sentiment n'avait rien d'un hasard. J'aime bien ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Tu entends? C'est comme quand tu colles ta tête contre l'herbe, tu peux l'entendre pousser. Tu entends les insectes. Le reniflement du père de Mathilda pendant l'interrogatoire était tout aussi improvisé. L'acteur n'avait aucune idée qu'Oldman allait s'approcher aussi près de lui. Son malaise, bien réel, est resté au montage final. Le méchant le plus dangereux de la décennie doit beaucoup à un réalisateur qui n'a cessé de dire oui. Numéro 8. La blague « Amenez-les tous ». Dans les premières prises, Oldman livrait sa réplique « Amenez-les tous » à volume normal, contrôlé, menaçant. Puis, uniquement pour faire rire Besson, il a demandé aux ingénieurs du son de retirer son casque et a hurlé la réplique à plein poumon. L'équipe a sursauté. Besson a ri, puis s'est tu, a rembobiné la bande et l'a gardée. Amenez-les tous. Comment ça, tous? Tous? Ce cri qui monte en puissance, celui qui est devenu un mème et un raccourci culturel pour désigner l'autorité qui déraille, n'était absolument pas prévu. La réplique la plus citée de la décennie existe parce qu'un acteur voulait faire rire son réalisateur avant l'heure du déjeuner. Stansfield ou Hannibal Lecter, le plus grand méchant des années 90? Dites-le nous en commentaire. Numéro 9, l'immeuble qui n'existe pas. Léon semble se dérouler entièrement dans un immeuble new-yorkais. L'appartement, les couloirs, chaque cage d'escalier où Mathilda court et où Stansfield chasse. Tout cela a été construit de toutes pièces sur un plateau de tournage près de Paris. Le chef décorateur avait déjà construit les décors intérieurs de Nikita dans le même studio. Il savait exactement comment faire ressembler la France à New York, puisqu'il l'avait déjà fait. Seules les scènes de rue ont été tournées à Manhattan, avec la façade d'un véritable immeuble utilisé pour les extérieurs. Tout l'intérieur venait de France. Les deux parties ont été montées ensemble avec un tel soin que même des repéreurs de lieux de tournage ont eu du mal à trouver le raccord. Quand Mathilda demande « Léon, c'est quoi exactement ton métier ?» Cet échange se déroule dans un studio parisien déguisé en New York. L'immeuble qui définit tout l'univers de Léon n'existe pas. Le décorateur l'a construit, puis Besson l'a rempli de personnages et l'illusion a totalement disparu. Numéro 10. Le vrai criminel. Pendant le tournage à New York, la production avait rempli une rue de fausses voitures de police et de figurants habillés en agents de la DEA et du SWAT. Un homme, qui venait tout juste de braquer un magasin à proximité, a tourné le coin de la rue, a vu ce qui ressemblait à un déploiement complet des forces de l'ordre et s'est immédiatement rendu à des figurants qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Cette anecdote est largement reprise dans les sources liées à la production, bien qu'aucun rapport de police officiel ne l'ait confirmé. Mais elle en dit long. Un homme a préféré la prison à la fuite parce que la fiction paraissait plus vraie que la rue où il se trouvait. Ce jour-là, même de vrais criminels n'ont pas su faire la différence. Numéro 11. L'histoire de Brandon Lee. Le tournage de Léon a débuté quelques mois après la mort de l'acteur Brandon Lee, tué en mars 1994 sur le tournage du Corbeau lorsqu'une arme accessoire a tiré un fragment de vraie balle. Cette tragédie a bouleversé toutes les productions utilisant des armes à feu. Les parents de Natalie Portman ont engagé un expert en armes rien que pour elle. Elle a appris à démonter et remonter chaque arme que Mathilda manipule, à distinguer les balles réelles des balles à blanc, au poids et à l'œil, et à vérifier une chambre avant qu'elle n'approche de son visage. Mathilda lance à Léon. « T'avais quel âge pour ton premier contrat ? 19 ans. Je te bats. » Mais derrière cette bravade, la fillette qui tenait ses armes savait vraiment ce qu'elle faisait. Ses parents s'en sont assurés,
précisément parce que les parents de Brandon Lee ne l'avaient pas pu. Une enfant de 11 ans entraînée au maniement d'armes réelles à cause d'une tragédie survenue sur un tout autre film. Le débat. Les parents de Portman ont-ils eu raison de la laisser tourner ce film? Donnez votre avis. Numéro 12. La scène de déguisement non répétée. La scène où Mathilda imite Jean Kelly, Madonna et Marilyn Monroe pour Léon a été tournée quasiment sans répétition. Besson avait besoin que le malaise de Léon soit authentique. Jean Reno a donc été tenu dans l'ignorance de ce que Portman allait faire. Il devait réagir en temps réel, observer son langage corporel, son immobilité, son regard qui ne sait plus où se poser. Ce n'est pas un acteur qui joue la confusion, c'est un homme réellement déstabilisé. Léon dit à Mathilda « Mathilda, je suis content que tu n'aies pas mal au ventre, je crois que ça ne veut rien dire. » Et Reno le prononce avec le désarroi sincère de quelqu'un qui ne comprend vraiment pas la situation, parce que c'était le cas. Reno ignorait totalement ce que Portman s'apprêtait à faire, et cette confusion authentique a été gardée au montage final. L'une des meilleures réactions non préparées de l'histoire du cinéma. Le fait 19 vous expliquera pourquoi deux fans qui adorent ce film n'ont peut-être jamais vu exactement le même film. Restez avec nous. Numéro 13. L'imitation de Marilyn, construite sur une chaîne d'imitation. Quand Mathilda imite Marilyn Monroe, elle n'imite pas réellement Marilyn Monroe. Natalie Portman a confirmé en interview avoir vu Mike Myers parodier la célèbre performance d'anniversaire dans Wayne's World, avoir trouvé ça drôle et avoir repris cette imitation pour son audition. Besson l'a intégré directement au film. Ce que l'on regarde, c'est donc une fillette de 12 ans imitant un humoriste canadien, imitant une icône américaine, chantant « Happy Birthday, Mr. President ». 4 couches d'imitation condensées en 15 secondes. Le malaise que dégage cette scène, une enfant qui reproduit une séduction adulte sans la comprendre, vient entièrement de cette chaîne d'imitation non maîtrisée. Ce n'était pas voulu, c'était accidentel. Numéro 14. Le film a échappé à sa propre fin. Les premières versions du scénario se terminaient très différemment. Certaines faisaient mourir Mathilda dans l'affrontement final. Besson a répété à plusieurs reprises qu'il s'est éloigné de conclusions bien plus sombres. Ce qu'il a finalement livré, c'est Mathilda agenouillée dans le jardin de l'école, plantant l'aglaonema de Léon dans la terre. Mais ce n'était ni la première ni la deuxième idée. La vengeance, ce n'est pas bien, Mathilda, crois-moi. Il vaut mieux oublier. Léon lui dit d'oublier, après qu'elle a vu le contour du corps de son frère dessiné sur le sol. Elle lui répond du tac au tac. Le film prend le parti de Mathilda, non pas celui de la vengeance, mais celui de la continuité. Cet instinct de survie, plutôt que de destruction, est la fin que Besson a dû arracher à ses propres brouillons. Besson avait aussi écrit un scénario de suite, intitulé Mathilda, suivant le personnage devenu adulte et nettoyeuse à son tour. Le plan était d'attendre que Portman soit assez âgé. Mais Besson a ensuite quitté sa société de production, qui a refusé de céder les droits de la franchise. La suite de Mathilda est morte, mais Besson n'a pas jeté le scénario. Il en a confié la trame à un autre réalisateur, a changé le décor pour l'Amérique latine, a choisi Zoé Saldana dans le rôle principal et l'a sorti sous le titre Colombiana en 2011. Numéro 15. Un personnage construit sur Shakespeare et des recherches sur les drogues, Gary Oldman n'a pas abordé Stansfield comme un méchant de film d'action, mais comme un personnage shakespearien. Il a étudié des personnes dépendantes aux drogues et a superposé à cela une technique théâtrale classique, puisée à la fois dans Richard III et dans Iago. De Richard III, il tire la conscience de soi, celle d'un homme qui sait exactement ce qu'il est et qui s'en amuse. D'Iago, il tire l'immobilité dangereuse, celle d'un méchant plus terrifiant quand il se tait. Les pilules avalées, les explosions soudaines de voix, la manière dont Stansfield envahit l'espace physique sans prévenir, tout cela a été construit méthodiquement avant même que la première caméra ne tourne. L'obsession pour Beethoven était son invention personnelle. Un homme véritablement terrifiant a des passions raffinées, qui rendent sa violence plus dérangeante, non moins. Stansfield dit, presque pour lui-même après un meurtre, « La mort est capricieuse aujourd'hui ». Portman a confié avoir été réellement effrayé pendant leur scène ensemble. Oldman ne sortait jamais de son personnage entre les prises. Il veillait à ce qu'elle reste effrayée. Numéro 16. Léon existait déjà. Sans que personne ne le sache, Léon n'est pas né de nulle part. Dans le film de Besson de 1990, Nikita, Jean Reno interprète un rôle secondaire mais inoubliable. Victor le nettoyeur, un tueur à gages qui vient faire disparaître une scène de crime. À peine 10 minutes à l'écran, mais Besson ne pouvait s'empêcher d'y repenser. Le titre de travail était simplement « Le nettoyeur », un clin d'œil direct au fait que tout le film répond aux questions laissées en suspens par ce personnage secondaire.
Léon l'explique lui-même dans son monologue d'ouverture. Plus on devient professionnel, plus on peut s'approcher du client. Et c'est exactement ce que fait le film. Besson se rapproche d'un personnage qu'il n'avait fait qu'entrevoir 3 ans plus tôt. Mais personne ne raconte comment ce casting s'est réellement déroulé. Le fait 22 arrive bientôt, celui qui prouve que ce film n'a jamais vraiment été de la fiction. Numéro 17, le cadeau pour Reno. Une fois le scénario terminé, Besson ne l'a pas envoyé par l'intermédiaire d'un agent. Il a invité Reno à dîner. À la fin du repas, il lui a tendu une boîte enveloppée. À l'intérieur se trouvait le scénario de Léon. Reno aurait fondu en larmes à table. Sa seule réponse, « Je suis déjà prêt ». Ce dîner est devenu le casting de l'une des performances les plus emblématiques du cinéma des années 90. Pas d'audition, pas de négociation. Dans ce film, Léon lui-même parle très peu. Il écoute, il observe, il agit. Reno l'avait compris dès l'instant où il a ouvert la boîte. Besson a toujours affirmé que le rôle avait été écrit pour Reno, et cela a fini par être le cas. Mais dans les premières phases, plus chaotiques du développement, le projet a circulé sous d'autres noms. Mel Gibson, Robert De Niro et Keanu Reeves ont tous été un temps pressentis pour ce rôle avant que Reno ne soit confirmé. Difficile d'imaginer l'un d'eux livrer ce mélange si particulier de menaces physiques et de naïveté enfantine qui a fait fonctionner Léon. Le choix de Reno n'était pas seulement le bon choix, c'était le seul possible. Numéro 18. Rejeté au box-office, sauvé par la VHS lors de sa sortie aux États-Unis en novembre 1994, le film n'a rapporté qu'environ 5,3 millions de dollars et a été considéré comme un échec commercial. Puis, les rayons de location ont pris le relais. Le film a trouvé son public dans les salons, loué, reloué, copié sur cassette, échangé entre amis. Mathilda le demande dès le début du film. La vie est toujours aussi dure ou c'est juste quand on est gamin? Sa réponse, toujours comme ça, est aussi celle que raconte l'histoire de la sortie du film lui-même, si l'on s'en tient aux chiffres du box-office. Ça a commencé difficilement. Le culte ne s'est pas construit en ligne. Il existait déjà, forgé sur cassette VHS, bien avant que quiconque ne songe à le mesurer. Numéro 19. 2 films différents. La version vue par le public européen en 1994 n'était pas le même film que celui sorti aux États-Unis. La version internationale dure environ 25 minutes de plus et contient des scènes qui changent fondamentalement la relation centrale du film. Mathilda fait une proposition directe à Léon et son refus dévoile un pan de son passé, une histoire de jeune fille en Italie, qui explique enfin qui il est vraiment. Une scène de roulette russe est au cœur de cette version. Mathilda pointe une arme chargée sur sa propre tête pour le forcer à réagir. Tous deux s'entraînent au tir ensemble, brûlent la marchandise d'un dealer et célèbrent au champagne, dans un restaurant, la première réussite de Mathilda. Rien de tout cela ne figure dans la version américaine. La réplique « Je me fous de dormir là ». Amour ou mort, c'est tout résonne différemment quand on a vu ce qui l'entoure dans la version longue. Le studio américain a exigé ces coupes avant la sortie aux États-Unis. 2 fans, qui ont grandi tous deux en aimant ce film, ont peut-être vu 2 versions différentes sans jamais savoir que l'autre existait. Certains l'ignorent encore aujourd'hui. Numéro 20. Les mots de Portman elle-même, Nathalie Portman s'est exprimée publiquement sur le fait d'avoir été sexualisée à 11 ans et d'avoir reçu du courrier de fans d'hommes adultes qui voyaient en Mathilda un objet de désir plutôt qu'un personnage d'enfant. Dans une interview accordée au magazine People en 2018, elle a décrit sa relation avec ce film comme compliquée. Chaque protection contractuelle qu'elle a ensuite intégrée dans sa carrière portait l'ombre de Mathilda. Stansfield dit à Mathilda « C'est quand on commence vraiment à avoir peur de la mort qu'on apprend à apprécier la vie. » Portman n'a pas eu besoin d'un méchant de la DEA pour apprendre cette leçon. Elle l'a apprise à travers le courrier de fans qu'elle recevait à 12 ans. Revoir le film aujourd'hui, en le sachant, ne le détruit pas. Cela le rend simplement plus lourd à porter. Numéro 21. La fin pour laquelle le public n'a jamais voté l'image finale. Mathilda, agenouillée dans le jardin de l'école, plantant l'aglaonema dans le sol, n'a pas été une décision créative unanime. Les projections tests ont façonné le montage final. Le public américain a d'abord vu une conclusion antérieure, bien plus sombre, dans laquelle Stansfield abat Léon. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Mathilda devait ouvrir sa veste, révéler une série de grenades vivantes attachées à elle et refaire le geste que Léon lui avait appris plus tôt dans le film. Elle devait faire exploser tout l'immeuble avec elle, une fin dévastatrice, d'une poésie sombre. L'accueil a été suffisamment mauvais pour pousser Besson vers la plante comme symbole d'espoir. La dernière réplique de Mathilda s'adresse à la plante, et à travers elle, à Léon. « Je crois qu'on va être bien ici, Léon. C'est la bonne fin, mais elle a en partie été choisie parce que le public a rejeté celle qui la précédait. »
L'image de clôture la plus marquante du cinéma des années 90 a survécu, non pas parce qu'un réalisateur y tenait, mais parce que le public lui a dit ce qu'il ne pouvait pas supporter de perdre. Numéro 22, la femme qui a inspiré Mathilda. Voici le fait que vous attendiez. Quand Luc Besson a écrit Léon en 30 jours, il n'écrivait pas de la fiction, il écrivait sa propre vie. À l'époque du tournage, Besson avait 29 ans et vivait une relation avec une actrice française de 15 ans, Maïwenn Lebesco. Il l'avait rencontrée pour la première fois quand elle avait 12 ans. Ils se sont mariés lorsqu'elle a eu 16 ans. Elle a donné naissance à leur fille à 17 ans. L'histoire d'un homme adulte lié à une jeune fille assez jeune pour être sa fille, cette tendresse qui ne peut se nommer, ce dévouement que le film refuse de qualifier, n'a pas été inventé pour l'écran. Besson la vivait au moment où il l'a écrite, puis il l'a mise en scène, puis il l'a filmée. Léon dit à Mathilda vers la fin « Tu m'as redonné goût à la vie ». Ces mots ne viennent pas d'un personnage, ils viennent d'un réalisateur qui a mis sa propre vie à l'écran et l'a appelé un thriller. Voici le détail qui devrait tout arrêter. Maïwenn elle-même apparaît dans le film. On l'aperçoit brièvement dans la scène de l'hôtel, une femme blonde à peine visible, facile à manquer. La femme qui a inspiré Mathilda se tient dans le même plan que la fillette qui l'incarne. Presque personne ne l'a jamais remarqué. Ce chef-d'œuvre n'est donc pas seulement l'histoire d'un tueur à gages et d'une enfant. C'est un autoportrait dissimulé en pleine lumière. Mathilda plante l'aglaonema de Léon dans la terre et dit « Je crois qu'on va être bien ici, Léon ». Et le film est resté là depuis, toujours regardé, toujours débattu, révélant encore des choses à des gens qui pensaient pourtant avoir tout vu. Un réalisateur qui a écrit sa propre vie et l'a appelé un thriller. Une femme dans le hall d'un hôtel que presque personne n'a jamais remarqué. Une enfant de 11 ans qui a menti pour décrocher le rôle qui a changé sa vie. Les films qui marquent le plus durablement sont rarement les plus confortables. Quel fait a changé votre regard sur ce film? Dites-le en commentaire. Et s'il existe un autre film des années 80 ou 90 qui cache d'aussi bons secrets, dites-le nous également.